Voilà comment je ferais pour atteindre 1 million d'euros de chiffre d'affaires en 12 mois si je devais repartir de zéro. Si vous me connaissez pas, je m'appelle Léo Bourgoin, je gère un groupe de 5 entreprises qui génèrent plus de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires par an, que ce soit des entreprises en physique ou en ligne. Et dans cette vidéo, je vous partage le plan d'action à suivre si je devais en redémarrer une de zéro. Si je fais cette vidéo, c'est vraiment pour vous donner les outils, les clés à vous lancer et trouver la bonne approche qui va vous permettre de créer une entreprise qui nourrit vraiment ce que vous voulez. J'ai rien à vous vendre, la seule chose que je peux faire pour vous, c'est éventuellement m'associer avec vous si vous avez des projets qui ressemblent à ce que je fais habituellement. Ça concernera sûrement 1% des gens qui regarderont cette vidéo. Ou alors, pour ceux qui ont déjà bien avancé dans leur entreprise, je pourrais vous accompagner au travers de mon mastermind. Si tu devais monter un business de 0 à 1 million d'euros de CA dans les prochains mois, ce serait quoi ta première étape? Alors déjà, la première chose que je fais si je veux monter un business qui fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires, c'est que j'essaie de trouver une deadline qui soit peut-être plus écologique que 12 mois. Peut-être que ça peut se faire plus tôt ou bien beaucoup plus tard. En fait, ce que je me dis, pour moi, je veux entreprendre pour créer quelque chose qui va vraiment me servir à long terme. Je veux pas juste faire une démonstration de performance à dire « Hey, regardez, j'ai revendu ma boîte 6 mois plus tard. Ah, je sais pas combien de millions. » J'ai vu un entrepreneur israélien, je crois, qui a vendu un SaaS à 50 millions au bout de 6 mois. C'est pas le but, c'est de créer une boîte qui sera encore là dans 10 ans. Et je préfère faire 1 million par an pendant 10 ans que de le faire juste une année, une cramer et plus jamais le faire. Donc dans cet objectif-là, le but pour moi, c'est de créer une entreprise qui soit rentable, donc avec un niveau de marge suffisamment fort, qui soit valorisable, donc qui puisse avoir une valorisation suffisamment grande pour qu'elle soit en troisième point vendable. Des fois, je vois beaucoup de startups qui vont dire « Hey, ma boîte, elle vaut je sais pas combien de millions », mais sauf que personne va te la racheter à ce prix-là. Donc une boîte qui soit suffisamment sexy à être revendue par la suite. Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir une boîte qui soit vendable? Parce que si on veut entreprendre, en général, c'est pour avoir une forme de liberté. Si demain j'ai une boîte qui fait de l'argent, mais j'ai envie de faire autre chose parce que ça me plaît plus, j'ai le choix soit de la cracher, parce qu'en fait, vu que ça me plaît plus, je vais faire tout pour inconsciemment pour que ça s'arrête. Ou alors, je peux peut-être la revendre pour repartir sur un nouveau projet, mais je repartirai pas de zéro. Je repartirai avec 500 000, 1 million, 10 millions, peut-être 20 ou 30 millions. En tout cas, pour pouvoir avoir toujours le choix de repartir sur un projet qui me plaît vraiment et pas repartir de zéro. Donc voilà pourquoi c'est important d'avoir une boîte qui soit à la fois rentable pour payer mon niveau de vie quotidien, mais aussi valorisable et vendable. Donc c'est pour ça qu'en réalité, j'éviterai les entreprises en ligne, type infopreneur, à faire du coaching en ligne, etc. Ça peut être bien pour plein de choses, il y a beaucoup de marge, il y a peu de barrières à l'entrée, c'est facile de se lancer, mais si je veux faire une entreprise sur long terme, j'irai plutôt sur une entreprise physique. C'est pas ce qu'on vous vend aujourd'hui, mais en réalité, pour moi, il y a plein d'actifs qu'on peut créer à partir de là. Une entreprise physique, ça peut faire un peu peur dans un monde où on parle que de trucs digitaux qui sont assez faciles à mettre en place. C'est quoi pour toi les idées reçues sur le business physique ou les choses sur lesquelles on se trompe? Beaucoup de gens vont avoir peur des entreprises physiques en pensant que c'est dépassé, qu'aujourd'hui avec la partie en ligne, c'est beaucoup plus simple de lancer une entreprise en ligne. Et ces gens-là ont raison. C'est plus facile pour moi de lancer une entreprise en ligne parce qu'il n'y a pas de barrière à l'entrée. Pas besoin d'aller voir des banques, de créer une entreprise avec une forme juridique plus complexe dès le départ. Pas besoin de présenter un business plan à des financeurs ou à des investisseurs. T'as pas besoin de trouver un local. T'as juste à créer un compte Instagram en 3 clics. Et là, tu peux commencer à communiquer et faire ta pub. Mais ce que je vois aussi qui est intéressant dans ces business physiques, c'est juste si tu arrives à dépasser ça et que tu as suffisamment de compétences pour le développer, en fait tu vas te retrouver avec un marché où il y a finalement peu d'acteurs qui sont vraiment bons, parce qu'en général ceux qui ont lancé des entreprises physiques, c'est ceux qui ont eu un petit coup de pouce de papa-maman pour avoir un peu de financement au départ, et en réalité qui ont du mal à faire tourner leur boîte parce qu'ils savent pas vraiment le gérer. Et c'est ça souvent ce qui fait peur, c'est qu'on voit beaucoup d'entreprises physiques qui font faillite ou qui ont du mal à se développer, mais c'est juste qu'ils font n'importe quoi. Je vais prendre un exemple simple avec l'entreprise Primovita que j'ai créée à La Baule avec mon associé Quentin. C'est un centre de coaching privé, haut de gamme, personnalisé. On a ouvert ce centre il y a à peine un an et aujourd'hui on est complet. Les problématiques qu'on a aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour accueillir de nouveaux clients malgré l'espace qu'on va avoir. On est même en train de racheter une box de CrossFit qui est à côté et de voir pour ouvrir d'autres centres, cette fois en achetant les murs. Et là tu peux avoir un levier beaucoup plus grand d'ailleurs en achetant les murs que si tu avais une entreprise en ligne. Quand j'ai lancé cette entreprise, on voulait faire du coaching privé en individuel ou en petit groupe et on voulait aussi lancer des prestations de pilates. Le pilates, c'est des méthodes douces de renforcement musculaire, pour faire simple. Je regarde la concurrence autour et je vois une entreprise, un studio de pilates, comme on en a beaucoup. Je vois leur communication. C'est abominable, il n'y a rien qui va, ils ont même pas de site web. J'envoie la femme de mon associé pour voir un peu quel est le parcours pour s'inscrire là-bas. Il t'envoie une fiche A4 qu'il faut remplir à la main après l'avoir imprimée pour définir ensuite c'est quoi la formule que tu veux. Je regardais leur grille tarifaire, je comprenais rien. Et elle a dit à mon ami qu'ils sont complètement complets et qu'ils doivent ouvrir de nouveaux créneaux pour pouvoir accueillir des clients supplémentaires. Alors je me dis que si finalement cette entreprise, aussi mal gérée, aussi mal communiquée, a autant de succès, ça va être vraiment simple avec mes compétences de web marketing et entrepreneurial que j'ai déjà, de développer cette boîte-là. Je pense que le mieux à faire, c'est de voir à partir de mes compétences aujourd'hui, sur quel marché est-ce que je peux aller, marché déjà existant, indispensable, où je vois que, en fait, ce marché-là, ils sont vraiment nuls sur les compétences que moi je vais avoir. Moi, je vais être très bon sur toute l'organisation d'entreprise,
web marketing et stratégie de développement, business model et financier. Donc j'ai pris le fitness, c'est le marché que je connais le plus depuis que j'ai démarré en tant que coach sportif en 2015. Le low cost du fitness était déjà très développé et c'est facile de développer quand on a des gros investisseurs comme plein de salles low cost qu'on connaît en France, Basic Fit, On Air, Fitness Park, etc. Mais la partie haut de gamme qui demande à la fois une expertise terrain que j'ai depuis plus de 10 ans et en même temps des vraies compétences business et marketing, il y a un boulevard de vente. C'est pour ça que je me suis lancé là-dedans. Comment tu vas chercher les premiers clients, le go-to-market, enfin comment ça se passe après? Moi je pense qu'il y a plusieurs choses. Avoir une vraie stratégie pour attirer des clients, un élément différenciant et avoir un mode de communication qui n'est pas habituel, que nos concurrents ne font pas. Donc, je fais de la pub Facebook, personne n'en fait, on est tout seul, on rafle tout. Donc là ça veut dire que tu fais une sorte d'étude de marché entre guillemets pour voir ce qu'ils font déjà? Ouais, j'essaie de me concentrer sur un truc massif, pas genre aller au BNI, c'est genre de la merde ça. Des actions avec du levier quoi. Ouais, et en vrai d'abord calculer ta rentabilité aussi en amont. Tu vois, parce que moi je vais calculer les taux horaires qu'on va avoir, tu vois. Je sais pas, par exemple dans la salle, donc calculer est-ce que le business va être vraiment rentable si demain il se développe, tu vois. Ça je dirais qu'il faut le faire dès le départ en vrai. C'est quoi tous les calculs préalables que toi tu dois faire avant de lancer la boîte? Du coup justement sur les chiffres, la rentabilité, les choses comme ça pour être prêt à dérouler le plan après. Donc d'ailleurs que tu lances une entreprise en ligne ou en physique, c'est hyper important d'avoir un minimum de prédictions financières. Savoir quelles vont être tes charges fixes sans aller trop dans le détail, t'es pas obligé. Qu'est-ce qui vont être tes charges variables? Donc c'est toutes les charges qui vont dépendre de ce qui va être en mouvement dans ton entreprise. Par exemple, pour mon centre de coaching, je vais à la fois définir mes offres, c'est qu'est-ce que je vends. Donc par exemple, nous ici, on va faire des offres avec des séances de coaching en one-to-one, avec des abonnements, des séances en team training, donc en petits groupes limités à 8 personnes, des séances de pilates. Et on a aussi un espace bien-être avec des prestations, on fait des saunas japonais, des massages, etc. Ça, c'est nos offres. Le but, d'ailleurs, c'est d'en faire le moins possible. Si on se permet d'en faire plusieurs, c'est parce qu'elles sont très très simples à gérer. Et qu'à chaque fois qu'on aura une personne en face de nous, on a le même processus de vente et qui fait qu'à la fin, en fonction de ses besoins, on va leur proposer l'offre la plus adaptée. Ça, c'est un élément différenciant qu'on a sur notre marché. C'est pas juste un catalogue, c'est des gens qui viennent pour recevoir de la valeur pendant 1 heure, on va les écouter, les comprendre et leur proposer une solution la plus adaptée à leurs besoins. Quand je vais calculer ça, je vais voir à la fois ce que je vais gagner et toutes mes charges. Donc, dans mes charges, je vais voir ce qui va être fixe. Par exemple, mon centre de coaching, je vais avoir le loyer, les charges, assurance, taxes liées aussi au truc de logement, etc. Et différentes prestations de services comme la partie banque, comptable, etc., etc. Les charges variables, c'est-à-dire que à chaque fois qu'il y a une séance de coaching qui est faite dans mon centre, je vais avoir un coach sportif à payer. Ça peut paraître chiant de faire ça, mais c'est indispensable parce que si tu lances ta boîte et que tu te rends pas compte que finalement à la fin ton chiffre d'affaires il est égal à tes charges, tu gagneras jamais d'argent. Donc tu auras bossé gratos pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Il y a plein de business qui vont se lancer comme ça, en ligne ou en physique, des fois des restaurants qui se rendent compte au final que entre le coût de leur équipe et des matières premières, ils perdent de l'argent. Ça, si tu t'en rends compte trop tard, t'es mort. Là, tu dresses toutes tes offres, tes charges fixes, tes charges variables pour délivrer chaque offre, du coup, c'est ça? Ouais, et là, l'équation à résoudre, c'est comment est-ce que je peux faire pour proposer un prix qui sera suffisamment sexy pour que la personne ait envie de l'acheter. Alors, c'est pas juste un prix, c'est voir qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce que les gens veulent, mais le bon prix. Et je vais voir à partir de ça, comment est-ce que je peux créer un fonctionnement qui fait que je vais avoir au moins 30% de marge sur des entreprises de services en local. Donc là, par exemple, dans ton cas, tu comptes opérer à quel panier moyen? Il faut savoir que les prestations de services qu'on vend dans ces centres de coaching, même les banques pensaient que c'était pas possible, alors qu'aujourd'hui on est plein. En moyenne, on se vend à plus de 3 000 € l'accompagnement. Par exemple, une séance en one-to-one par semaine avec une autre séance en petit groupe et tout l'accompagnement de ton coach, on facture ça à 380 € par mois pour nos clients. Et là, il y a une limite, c'est qu'aujourd'hui, dans un centre de coaching, on peut pas accueillir 500 séances de coaching par semaine, parce qu'on a limité dans notre espace. Par contre, on peut structurer très facilement notre concept et le dupliquer dans d'autres centres, pas loin de chez nous ou un petit peu plus loin. Pour le dupliquer, il y a 2 solutions qui peuvent être très rentables. La première, c'est de racheter des entreprises qui ont du mal à se développer et qui sont du même secteur. Par exemple, actuellement, on est en train de voir pour acheter une box de CrossFit qui est littéralement à 50 mètres de notre centre Primo Vita, qui eux sont là depuis 5 ans, mais qui savent pas faire du marketing, qui en ont marre et qui ont juste envie d'arrêter. C'est là qu'on va pouvoir faire de très bonnes affaires. En rachetant une entreprise, grâce à l'argent et à la crédibilité qu'on a sur notre première boîte, on peut faire un crédit à la banque de façon très très simple pour racheter une boîte et la redévelopper par la suite. Ensuite, on peut très bien aussi, et c'est ce qu'on a pour projet fin d'année, trouver des locaux, cette fois non pas à louer, mais à acheter. On est propriétaire des biens, on est propriétaire de l'entreprise qui va être dedans. Les banques nous suivent encore plus facilement. Et là, on a une boîte rentable parce que notre business model fonctionne déjà, on l'a juste dupliqué ailleurs. D'autant plus qu'il y a plein de choses qu'on peut mutualiser et avoir d'ailleurs des charges variables beaucoup plus faibles. Il est valorisable parce qu'il n'est pas dépendant de nous. C'est une vraie marque, il y a un lieu, il y a des machines, des outils qui sont dedans, qui ont de la valeur. Et en plus de ça, on a les murs de 1 voire plusieurs centres. Et c'est ce qui le rend aussi vendable. Donc par centre, je pense qu'on peut aller chercher entre 25 000 et 40 000 €
par mois de chiffre d'affaires. Ça va dépendre de la superficie et d'autres données qui vont être sur place. Et si je duplique ça une fois et une deuxième fois, finalement on arrivera à faire plus de 80 000 euros de chiffre d'affaires par mois, ce qui nous fait plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires par an. Une chose indispensable pour développer cette entreprise-là, c'est d'avoir une vraie stratégie d'acquisition de clients. Ce que j'ai fait, j'ai pris les compétences que j'avais déjà utilisées pour faire du web marketing et j'ai remarqué en étudiant le marché de ce qui se faisait actuellement avec des concurrents qu'aujourd'hui, personne ne savait faire des pubs en faisant du meta ads, donc des pubs sur Facebook, Instagram. Nos concurrents sont absolument nuls ou ne font rien du tout. Et c'est là que je me dis qu'on a un créneau à prendre pour être beaucoup plus visible et marquer notre élément de différenciation avec tout l'accompagnement qu'on propose dans ces publicités-là. Et c'est comme ça qu'on a rempli en moins d'1 an un premier centre, alors qu'on n'avait même pas de site web. Sur un business comme ça qui fait 1 million d'euros par an, je pense qu'on peut assez facilement, alors facilement non quand même, mais aller chercher au moins 30% de marge. Alors 30% de marge, pour certains, ça peut paraître énorme, pour d'autres très peu. Pour moi, sur un business de service en physique, c'est vraiment bien. Demander à un restaurant combien ils font de marge, 30% de marge, c'est pas toujours facile. 30% de marge sur 1 million, ça fait quand même 300 000 euros à investir, que je peux utiliser pour moi pour me rémunérer si j'en ai envie, ou pour le réinvestir dans d'autres projets. L'enjeu qui va être important sur cette entreprise-là, c'est que la gestion d'entreprise ne dépend pas du dirigeant. Le but, c'est de déléguer les coachings et toutes les prestations le plus vite possible. Typiquement, mon associé n'a jamais fait une seule séance de coaching. Donc tout le travail opérationnel, il faut que ce soit délégué. Ce qu'il faisait, lui, c'était les ventes, le management et la gestion un petit peu sur place. Ce qui va être important, c'est d'avoir des étapes de délégation. Au début, on délègue le coaching, on prend en charge la partie commerciale et la partie management, gestion de planning, etc. On a mis en place des outils, des applications. J'ai même développé un outil avec beaucoup de détails pour automatiser plein de choses dans l'entreprise. Maintenant, on a la deuxième phase de délégation où on va avoir 2 personnes. Une personne pour s'occuper du management, gestion des plannings, remplacement des coachs, recrutement, faire en sorte que tout se passe bien sur place. Et une autre personne qui va s'occuper exclusivement de la partie commerciale, des ventes, etc., etc. Ce qui va être important, c'est aussi d'avoir un système de rémunération qui soit suffisamment motivant, à la fois individuellement et aussi ensemble. Donc trouver le bon système pour que chaque tâche, chaque rôle soit occupé par une personne et que chaque personne soit suffisamment motivée pour le faire. Je sais que ces entreprises en physique, ça peut faire peur, mais je trouve qu'à structurer, à systématiser et à pouvoir garder dans le temps, si on fait bien les choses, c'est beaucoup plus solide. Imaginez-vous juste avec une entreprise avec peut-être 1, 2 ou 3 sites, vous avez acheté l'immobilier qui fait que vous allez pouvoir peut-être payer votre retraite et éventuellement l'avenir de vos enfants grâce à ça. Une entreprise vraiment stable que tous les gens reconnaissent dans la région, donc le bouche à oreille est 10 fois plus fort que quelque chose en ligne. Et surtout une entreprise qui peut se vendre le jour où vous partez à la retraite, ça se revend peut-être 1 million, 2 millions, 3 millions d'euros. C'est vrai que dans les business en ligne, il y a beaucoup ces business qui sont basés sur les personal brands, sur les images de dirigeants qui incarnent la boîte. Là où ce que tu nous décris là, c'est un business qui appartient aux dirigeants et pas l'inverse, quoi. Il y a un gros avantage, en fait une grosse croyance qu'on a sur ceux qui veulent entreprendre en ligne. Ils vont se dire, si j'ai un business en physique, je serai prisonnier et j'aurai jamais de liberté géographique. Je vais être obligé de rester toujours au même endroit. Alors qu'en fait, quand on crée les bons systèmes, l'entreprise peut se gérer toute seule. On est à la première année du lancement. Mon associé, je l'ai jamais vu autant en vacances. Il était avec moi la semaine dernière. Il est parti au moins 3 semaines là sur ce premier semestre. Et je sais qu'il a encore d'autres voyages de prévus. Et je suis ravi pour lui. Et c'est aussi parce qu'on a créé la bonne structure qui permet de partir sereinement. Quand tu sais que tout va mal, que c'est compliqué, qu'il y a besoin que tu fasses tout, en fait, tu seras jamais en vacances. Parce que le jour où tu vas partir, tu seras encore toujours obligé de travailler. Et l'autre avantage, c'est que quand tu crées une marque en physique, ça dépend pas juste de ton image. Et ce qui fait que t'as le droit de faire des erreurs, t'as le droit d'avoir envie de faire autre chose et tu peux revendre ton entreprise. T'es pas prisonnier et t'es pas bloqué par ton image et à devoir toujours tout faire dans ton entreprise.